Ici, CKIA-FM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste, avec Samuel Labrec et Louise Petitgros. Bonjour tout le monde, vous êtes bien à l'écoute de l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM et on va avoir avec nous plusieurs invités aujourd'hui, mais c'est une journée spéciale où on voulait souligner le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Donc cette émission est préenregistrée justement le 8 mars, mais elle jouera le mardi 9 mars. Donc en premier lieu, on va avoir deux invités spéciales avec nous. On va avoir Madame Christiane Potvin à Palme, qui est responsable du dossier de la condition des femmes à l'AREC, puis accompagnée d'une personne qu'elle ne connaît pas, mais que je connais très bien, qui est ma meilleure amie de longue date, qui est Stéphanie Forcier, qui est une jeune femme que j'admire depuis plus de 14 ans, je pense maintenant. Puis je voulais avoir avec eux une discussion intergénérationnelle sur comment elle voit cette journée, du 8 mars, mais comment elle voit l'évolution du féminisme au Québec à travers le temps, de leurs deux regards. Et ensuite, on a un nouveau segment bien spécial avec Charles David, que vous avez déjà vu, là, qu'on a déjà invité à l'émission. Ça va être un segment qui s'appelle « Prendre un café avec le personnel de l'AREC ». Et vous allez apprendre à connaître des employés de l'AREC sous un nouveau regard, un regard plus humain que juste travailler à l'AREC finalement. Louise, ça va bien? Oui, un beau menu, bien chargé, bien intéressant aussi. Oui, j'ai hâte d'entendre ça. Oui. On va commencer avec les actualités. Avec toi, je crois que tu as relevé deux sujets bien intéressants. Oui. D'abord, on va parler de documentaires qui ont comme sujet les gens âgés. En se rappelant qu'il y a quelques années, le cinéaste Fernand Dansereau a produit 3 documentaires qui donnent la parole aux gens âgés. Ça s'appelle, je ne sais pas si tu les as vus, ça a passé au cinéma, à la télé aussi, ça s'appelle Le vieillage et le rire, l'érotisme et le vieillage et l'espérance. 3 très, très beaux documentaires dans lesquels le cinéaste aborde le vieillir comme une aventure. Il dit, il va falloir qu'on s'invente des façons de vieillir nouvelles, positives et intéressantes. Et sous un autre ton, mais avec, je dirais, la même préoccupation de fond, nous arrive maintenant un nouveau documentaire sous la forme d'une web-série du cinéaste Denis Desjardins. Et lui, à partir de son expérience personnelle, il a d'abord déménagé sa mère dans une RPA et quelques mois ou années plus tard, il a dû la déménager dans un CHSLD parce qu'elle avait des pertes cognitives. Alors, il en a profité avec cette expérience pour réfléchir au sort des personnes âgées dans notre société aujourd'hui. Alors, ça s'appelle L'industrie de la vieillesse. C'est le titre de la série et c'est 11 capsules d'une dizaine de minutes chacune qui abordent les défis, les enjeux du vieillir au Québec, je dirais. Et quelques titres nous font voir un peu la couleur, la trame générale de cette web-série. Il y a, par exemple, La vieillesse à la carte, comment se placer sa mère en 24 heures, La solitude des vieux jours, La vie de château, ça c'est en référence au RPA, et pour en finir avec les CHSLD. Donc, il y a d'autres titres, mais ceux-là nous donnent un peu la couleur de tout ça. Et pour soutenir le propos, il a convoqué à l'écran 14 témoins. Il y a des personnes âgées, il y a des médecins préposés, il y a une travailleuse sociale, il y a des gestionnaires de RPA. Et c'est peut-être la partie la plus originale de cette série. Il donne la parole à des gens qui sont au début de la soixantaine et qui voient venir leur vieillissement, en se posant pas mal de questions et en s'interrogeant. Et donc, à travers ces propos, on cerne les problèmes actuels du vieillissement et surtout du système qui les accompagne. Et c'est un sujet qu'on connaît très bien à l'AREC parce qu'on en traite à peu près dans tous nos mémoires. Alors, c'est quoi les problèmes du vieillissement et du système qui l'accompagne? Ben, le manque de personnel, les budgets insuffisants pour les soins à domicile, les effets néfastes de la réforme Barrette, la privatisation des services avec les RPA que le cinéaste appelle la vieillesse en tout inclus et que le gériatre Régent Albert appelle les ghettos dorés. Et sais-tu, quand on écoute ça, sais-tu quelles sont les 2 cartes nécessaires pour vieillir décemment au Québec? Non, l'argent. Tu l'as. La carte soleil et la carte de crédit. Ah. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas.
On aborde aussi toute la question des solutions qui sont encore là, sont martelées au Québec depuis des mois, voire des années. On les connaît aussi. Il faut plus de soins à domicile. Il faut s'inspirer du modèle des soins des pays scandinaves, revaloriser la profession d'infirmière et de préposé, puis surtout briser et respecter les personnes âgées pour qu'elles puissent garder leur dignité jusqu'à la fin. Et le cinéaste dit en conclusion, l'isolement et l'exclusion, c'est un véritable fléau. Alors, il s'agit d'une série qualifiée à juste titre de percutante et de très humaine. Mais, à mon avis, une question demeure entière. Combien faudra-t-il de documentaires percutants, d'enquêtes, de mémoires, d'interventions sur toutes les tribunes? Combien faudra-t-il de drames pour que les choses bougent enfin et que les solutions se mettent en place? Combien de temps avant d'agir? Et c'est un sujet dont on parlait avec Ginette Plamondon à la dernière émission aussi, quand elle était venue présenter un mémoire de l'arrêt. Et on se disait, ça va prendre une volonté politique certaine. Mais pour qu'il y ait une volonté politique certaine au départ, ça prend une très forte mobilisation. Et je dirais que c'est vraiment pas le temps de lâcher dans le contexte actuel où on parle tellement des personnes âgées et des problèmes. Et c'est pourquoi aussi, je dirais, l'action de nos organismes de défense des droits comme l'AREC est tellement importante. Alors voilà, la série web L'industrie de la vieillesse, elle est disponible gratuitement sur tout.tv. Alors, vous écrivez dans votre barre de recherche Tout TV et le titre L'industrie de la vieillesse et vous allez tomber directement là-dessus. Les 11 capsules sont là. On peut les écouter d'une traite ou les prendre en petits morceaux. Des fois, c'est peut-être plus en petits morceaux aussi, pas trop se décourager. Oui, effectivement. C'est combien de temps? À peu près 10-13 minutes chaque capsule. Moi, je les ai toutes écoutées en fin de semaine, là, à la suite. Et bon, voilà, ma conclusion était celle-là. Ça va prendre combien de fois on va redire les mêmes choses pour que les choses bougent? C'est faut que je les écoute. Régent Hébert m'a écrit un matin pour me demander si je l'avais écouté, puis j'ai dit pas encore, mais faut. On pourrait répondre que tu en as entendu parler, à tout le moins. C'est ça, exactement. Oui, puis on va en parler. Super, merci. Puis je pense que tu avais vu un autre sujet aussi. Oui, sur un ton plus léger, je dirais. Tu te rappelles, il y a quelques semaines, on a parlé du sport à l'émission et cette fois-ci, je vais vous parler de science. Je ne sais pas si tu as vu cette nouvelle, mais dans plusieurs pays européens, on a constaté que des centenaires très âgés, entre 107 et 113 ans, ont vaincu la COVID et parfois n'ont même pas développé de symptômes, ce qui peut paraître vraiment étonnant. Mais les milieux scientifiques qui s'intéressent à cette question, ils ont observé que plusieurs de ces centenaires avaient dû combattre la grippe espagnole. Et l'hypothèse avancée est qu'ils bénéficieraient d'une immunité résiduelle. Alors, ce que j'ai compris de cette immunité, c'est que la COVID, c'est une sorte de grippe, comme l'était aussi la grippe espagnole. Et le fait d'avoir eu la grippe espagnole ou d'avoir été en contact avec la grippe espagnole aurait laissé des résidus de défense qui servent contre la COVID. Et toi puis moi, Samuel, bien sûr, là, on n'a jamais été en contact avec la grippe espagnole et c'est non, heureusement. Mais on ne peut donc pas bénéficier de cette sorte d'immunité. Par contre, le Devoir nous apprenait la semaine dernière que des recherches à l'Institut Karolinska de Stockholm permettaient d'affirmer qu'un fragment d'ADN hérité de l'homme de Néandertal est présent chez 50% de la population du monde, sauf en Afrique, protégerait contre la forme sévère de la COVID-19. Un fragment d'ADN de l'homme de Néandertal, tu te rends compte? C'est rendu... On me dit souvent que j'étais un peu néandertal, fait que finalement, c'est une bonne chose. Alors ça veut dire qu'à l'écran, comme ça, maintenant, là, que c'est toi ou moi qui a potentiellement le chromosome de l'homme ou de la femme de Néandertal. Et puis, moi, j'espère que c'est moi, là, qui l'a quand même. J'ai plus besoin de protection que toi. Et en fait, je voulais aussi souligner quelques recherches québécoises là en lien avec la COVID. D'abord, celle de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal qui porte sur l'effet protecteur de la vitamine D, parce que les chercheurs ont observé que les personnes atteintes de la forme grave de la COVID seraient plus carencées en vitamine D que la majorité de la population. Et on sait déjà par les recherches que la vitamine D a un effet protecteur face à des infections virales comme le rhume et l'influenza. Donc, c'est une recherche qui fait juste débuter, mais qui peut être intéressante à suivre. Et dernière recherche, la COVID-19 ne va pas complètement disparaître avec la vaccination. Et l'Institut de cardiologie de Montréal s'intéresse de son côté à l'hysperidine, une molécule présente dans la pelure des agrumes.
Alors, on veut tester le potentiel de cette molécule pour bloquer les principaux symptômes de la COVID et en faire éventuellement un médicament. Alors, on n'arrête pas la science, hein, ni le progrès. Heureusement. Voilà, heureusement. C'était nos petites nouvelles. Oui. Vous écoutez L'heure juste à CKIA FM 88.3, la radio urbaine. De retour à l'heure juste, l'émission de la REC sur les ondes de CKIA FM. Et aujourd'hui, c'est un spécial FEM pour la journée du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Et on a avec nous aujourd'hui deux invités très spéciales. Donc, on a Madame Potvin-Lapalme, qui est, dans le fond, au CE de la REC, secrétaire au CE de la REC, et qui est responsable du dossier de la condition des femmes, donc du comité des femmes de la REC. Madame Potvin-Lapalme, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, c'est un plaisir, surtout cette journée spéciale-là là, du droit des femmes, Journée internationale des droits des femmes. Là. C'est vraiment important qu'on prenne notre place, qu'on se fasse entendre aussi. Puis, parlant de donner la place, ben justement, je voulais avoir avec nous aujourd'hui Stéphanie Forcier, qui est ma meilleure amie, je le dis à tout le monde, j'en suis fier. C'est une femme que j'admire beaucoup. Puis, je voulais voir avec elle, puis avec vous aujourd'hui, un point de vue intergénérationnel sur la condition des femmes au Québec. Puis, de voir avec vous comment vous voyez ça, cette journée-là, comment vous voyez la place des femmes au Québec, comment ça a évolué dans le temps. Je commencerai avec vous, Mme Potvin-Lapalme. Ça représente quoi, là, cette journée-là, la journée du 8 mars? Bien, la journée du 8 mars, c'est important parce que pour mettre vraiment sur la place publique là, l'importance des problématiques des femmes. C'est pas une journée pour revendiquer, chialer, tout ça, mais c'est tout simplement pour mettre de l'avant les femmes, puis de faire ressortir le chemin parcouru, mais ce qu'il y a encore à faire, parce qu'il y en a encore énormément. On a avancé sur des points, mais il faut être vigilant parce que souvent, on va reculer. Tu sais, on a des chances que ça puisse se reculer, là. Fait qu'il n'y a jamais rien d'acquis, il n'y a jamais rien de gagné. Et que les femmes, moi, j'ai partagé ce matin un petit bonjour, là, sur Facebook, et j'étais étonnée de voir le paquet de réponses, tu sais, de commentaires que j'avais. Et il y a des hommes qui ont répondu. Donc, tu sais, avant ça, moi, je me rappelle quand j'étais présidente de secteur, au niveau du 8 mars, on faisait toujours quelque chose au secteur. Puis, les hommes, il y en avait, mais pas beaucoup qui venaient, là. Supposément, c'était juste pour les femmes. Mais c'était pas ça. On essayait de les amener pour... c'était pas juste une affaire de femmes, là. C'est une chose de la société, là. Fait que, on a fait des avancées, on a fait des gains, mais il faut pas lâcher parce que c'est en éternelle progression, là. C'est en cheminement. Je me rappelle quand... Ben, je voulais parler de prendre la balle au bon pour le chemin, puis poser la question à Stéphanie. Là, sens-tu là, que le chemin a été tracé? Sens-tu que tu bénéficies de certains gains qui ont été faits dans le passé? Oui, tout à fait. Par l'emploi que j'occupe, qui est majoritairement composé d'hommes, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes, mais aussi, il y a encore cette interrogation-là, pourquoi une journée comme dédiée à souligner les droits des femmes, mais juste à se poser cette question-là. C'est bien qu'on ait cette discussion collective-là. Moi, j'aimerais ça devienne une semaine internationale parce que là, il y a comme un engouement. Mon fil d'actualité est inondé. Tout le monde fait des statuts pour soulever la journée. Mais demain, il se passe quoi? Mercredi, il se passe quoi? Ça tombe? On continue notre train-train quotidien. Mais je pense que la journée, elle est hyper pertinente, mais le chemin, pour retomber dans le chemin est tracé, mais le chemin, il est pas terminé, là, loin de là. Non. Non, parce qu'en parlant de chemin, je me rappelle quand il y a eu la Marche mondiale des femmes en 2000, ça s'était travaillé là, longtemps, mais les femmes étaient à l'honneur, puis disons que il y avait un chemin tracé, puis on allait porter des choses à l'ONU. C'était vraiment là. Mais ce qui était intéressant là-dedans, c'est que on avait fait participer les élèves dans les écoles.
Alors, les petits gars, les petites filles, il y avait un petit pied à dessiner avec un petit message. Fait que ça commençait à tracer le chemin là, des revendications des femmes là, à ce moment-là. Là. C'est tous des exemples qui font que on a mis notre pied à terre, puis on continue d'avancer. Puis les jeunes femmes, ben disons qu'ils s'en viennent dans la foulée. Là. Puis moi, quand je parle de féminisme, là, c'est pas des enragés. C'est des femmes qui ont à cœur le bien des autres femmes, des enfants. Ça, je voulais voir aussi le concept de féminisme qui a des fois pas bonne presse, mettons, sur la place publique. Là. Il y a même des jeunes femmes qui publiquement ont dit qu'ils ne voulaient pas s'étiqueter féministes. Toi, Stéphanie, comment tu vois ça? Est-ce que tu t'identifies féministe? Moi, je m'identifie féministe mais plus depuis que je suis mère. Donc, je suis mère d'un petit garçon qui a 4 ans et demi. Puis, avant, oui, on entendait les enjeux. Puis, je sais pas, je me sentais pas, je fais un aveu, je me sentais pas interpellée. Mais je veux rester à la discussion avec vous. Et là, j'ai donné naissance à mon petit Henri. Puis, vraiment, j'ai pris conscience que, oh là, on est loin de l'égalité. On parle du congé de maternité. On parle juste de ça, là. Puis, on est vraiment à des lustres d'arriver à l'égalité. C'est depuis que je suis mère que ma fibre féministe, là, elle est apparue, là, vraiment très, très solidement. Oui. Ça me frappe que le thème de la Journée internationale des femmes cette année, c'est « Écoutons les femmes ». Parce qu'on est quand même la moitié de l'humanité. On porte le combat pour l'égalité puis les droits des femmes depuis un siècle. Puis on est encore à revendiquer, écoutez-nous, là. C'est quelque chose qui va pas, là. On en a mis des choses de l'avant, on en a mené des batailles, et on est encore à demander, à dire, écoutez-nous, donnez-nous les mesures qui sont nécessaires pour qu'on avance vraiment, pour que la pauvreté soit combattue, pour la violence aux femmes, on arrive à quelque chose. Alors, c'est une lutte sans fin, même si, faut le dire, il y a eu d'énormes avancées aussi. En particulier à cause de l'action du mouvement syndical dans beaucoup de dossiers. Oui, puis justement, par rapport à la violence, moi, ça m'a frappé la semaine dernière, qu'on entend en plein point de presse le premier ministre s'adresser aux hommes pour leur dire, écoutez, là, ça n'a pas de bon sens, la violence faite aux femmes en 2021, puis vraiment qu'on entende ça, qu'il faut qu'il y ait cette prise de parole-là du premier ministre dire non, ça ne se fait pas. Ben, c'est sûr que ça se fait pas. Peu importe, comme ça soit pris en point de presse. Je pense que j'ai trouvé ça comme inconscient. Ben, bravo là, pour la prise de position, mais il me semble que ça va de soi. Ça va de soi mais on doit encore continuer à faire l'éducation de nos jeunes garçons pour leur dire, écoutez, la femme est aussi importante que toi, là, mais il y a... Puis on le voit avec les médias sociaux, tu sais, cette hargne-là, cette rage-là de certains hommes envers les femmes, c'est violent, là. Donc, on va revenir encore dans le chemin, mais oui, le chemin, on n'est pas rendu, là, mais vraiment pas, là. Est-ce que ça a pris peut-être d'autres formes? Il y aurait eu des gains au niveau du féminisme, mais justement, tu l'as souligné pour les réseaux sociaux, on dirait qu'il y a eu je ne sais pas si c'est des reculs ou si c'est nouveau, mais je vois une nouvelle forme de masculinité toxique des fois qui s'exprime sur les réseaux sociaux, des fois consciemment ou inconsciemment. Là. Est-ce que dans le chemin à tracer, il y a des nouveaux défis ou nouveaux obstacles qui n'étaient pas nécessairement là avant? Mais c'est vrai comme si on banalisait certaines choses. C'est pas grave, là, c'est juste bof. C'est juste les femmes, puis c'est normal, là. Tu sais, des fois, il y a des choses, là, des farces, là, des jokes, là. Mais en réalité, c'est vraiment là, sexiste, c'est inapproprié, puis ça se partage là, allègrement. Ça, ces choses-là, ça devrait pas être. Tu sais, je veux dire, tu peux en rire à un moment donné, mais il faut en revenir, puis il faut passer à d'autres choses. Quand on dit écoutons les femmes, c'est vrai que c'est bizarre en 2021 d'avoir ça comme thème, mais juste les dames là, qui se sont faites assassiner là, il n'y a pas longtemps à cause de la violence conjugale, ces dames-là avaient appelé le service policier là, pour se plaindre puis dire qu'ils avaient peur et tout ça. Mais le résultat est qu'ils se sont fait assassiner par supposément les conjoints ou ces choses-là. On a juste la question des agressions sexuelles, des abus, tout ça.
On dit aux gens de dénoncer, mais quand arrive le doute raisonnable, ben pouf, tu as tout revécu ça, puis en réalité, il y a un doute qui s'est installé, puis il n'y a rien qui se passe. C'est sûr que l'opinion publique a été alertée, mais ça s'arrête là. Puis il y a des réalités des réalités typiquement de femmes qu'un homme ne pourrait pas vivre. Je parle par exemple de l'accouchement. Ben oui. Cette fameuse maternité-là, la pression, mettons, sociale de la maternité. Stéphanie, toi, tu l'as abordé publiquement, là, ton postpartum. Moi, ça m'avait beaucoup touché là, quand tu l'as vécu, quand tu l'as partagé. Tu sais, à quel point le défi de la femme moderne aujourd'hui, c'est d'être une mère, une professionnelle, sexy, riche, entrepreneur. Il y a beaucoup de pression, là, alors que le privilège blanc masculin, mettons, là, que je vis au quotidien, pour vrai, des fois, je me dis, ça n'a pas de sens. Là, je l'ai facile, je pense, pour ça, là-dessus-là. Toi, quand tu t'en parles, là, tu sens-tu qu'il y a des femmes qui embrassent ça, mettons, ton ouverture sur la chose, qui te disent enfin quelqu'un qui en parle, j'avais l'impression de vivre de quoi puis de pas être normal. Ah oui, tout à fait, parce que c'est hyper tabou. C'est comme si encore aujourd'hui, c'était impossible de vouloir avoir une carrière et d'être mère. Dans le sens que tu choisisses encore. Ou si tu décides d'avoir des enfants, mais là, puis tu veux continuer ta carrière, mais pourquoi tu ne restes pas à la maison? Fait qu'on continue à essayer de te culpabiliser. Puis c'est difficile de ne pas tomber dans la culpabilité soi-même parce qu'on peut se culpabiliser pour tout. Ce que tu lui donnes à manger, ce que tu lui fais écouter, est-ce qu'il va assez dehors, ici, etc., etc. L'as-tu allaité? Est-ce qu'il va aller à la maternelle? Ça finit plus, là, mais c'est juste un bourdonnement incessant là, d'ingérence dans ta sphère privée avec ton enfant. Mais le conjoint, lui, il n'aura pas à recevoir pour avoir ces commentaires désobligeants-là ou des critiques. Tu sais, c'est beau essayer de se monter une armure et de rester insensible à ça, mais veut pas, ça n'arrête jamais. Là. Puis, pour revenir à ta question, Samuel, est-ce que j'ai senti qu'il y avait du support ou d'autres femmes qui étaient comme enfin quelqu'un qui l'aborde? Oui, vraiment beaucoup parce que, tu sais, quand c'est question des rendez-vous, des suivis avec l'enfant, comme d'emblée, c'est la mère qui va y aller. D'emblée, c'est la mère qui prend un congé, le petit est malade, la petite est malade, c'est la mère qui va prendre... Puis s'il y a des pères qui nous entendent puis qui font déjà, qui font comme de quoi qu'elle parle, chapeau, continuez, je vous salue, je vous embrasse. Mais force est d'admettre, je crois, sans vouloir tomber dans la généralisation excessive, que c'est surtout la maman qui prend ces rôles-là. Et quand elle décide de mettre son pied à terre, dire ben non, moi je n'irai pas à telle ou telle journée, mais là, c'est quoi? Pourquoi tu irais pas? C'est comme si tu étais moins maternelle, moins aimante envers ton enfant. Comme, mais oui, mais puis tu es toujours partagé entre ta carrière puis ton enfant. Mais on peut-tu essayer juste de jumeler ça ensemble sans avoir à faire un choix déchirant, là, puis que le conjoint prenne aussi sa place à travers ça, là? Madame Lapanne, quand on lit dans les journaux là, que depuis la pandémie, les femmes doivent assumer un plus grand rôle dans la maison là, pour ce qui est des tâches ménagères, là, vous réagissez comment? Ça n'a pas de bon sens parce que c'est les deux qui sont là. Je veux dire, c'est pas juste à la femme à avoir sur le dos les enfants, le bout de temps qu'il n'y avait pas d'école, là, disons, qui était à la maison. S'occuper des enfants, leur travail à faire, leur travail de bureau. Ensuite de ça, tout l'ouvrage de maison, les repas, les fichus repas, et tout ça ensemble, là, fait que comment vous voulez que la femme elle soit épanouie après ça, quand elle a à courir après tout ça? Puis si tu regardes au niveau de l'éducation, là, tout ce qui touche l'école, là, le son, bon, et tout ça, là, qui s'en occupe? Ben, règle générale, c'est les femmes, là. Les hommes, il y en a qui s'en occupent, mais en règle générale, c'est les femmes qui sont là, s'il y a quelque chose qui ne va pas à l'école, c'est la femme qui y va, bon, et ainsi de suite, là. Parce que moi, quand j'enseignais, là, on faisait venir les parents, c'était pas le papa qui venait, là, c'était la maman. Puis la dame travaillait 3/4 du temps, mais c'est elle qui devait manquer du travail pour se rendre à l'école, rencontrer les... Aujourd'hui, en 2021, c'est encore comme ça, là. Il y a des hommes, malheureusement, qui partagent les tâches ménagères maintenant, là.
pas mal mieux parce qu'avant ça, changer de couche à un bébé, un homme ne touchait pas à ça. C'était les femmes qui faisaient ça, les faire manger, tout ça. Aujourd'hui, c'est mieux. Là. La jeune génération, c'est moins pire que, disons, dans mon temps à moi. Là. C'est pas aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, mais c'était ça, c'était la femme qui était là, même si tu travaillais à l'extérieur, c'était ta job. Je suis curieux, moi, on va continuer à aller un peu dans votre temps, justement, Madame Pamela-Pam. Une petite fille, là, à votre époque, là, Oui. ça pouvait aspirer à quoi? C'était quoi les rêves qu'elle pouvait se permettre? Ben, c'était, mettons, là, sur le plan travail, c'était enseignante, secrétaire, infirmière ou femme de ménage. Ça, c'était ou travailler dans une usine, là. Il y avait bonne sœur aussi. Je sais que ma mère m'avait dit que bonne sœur. Ben oui, mais ça, là. on était tous appelés, mais il n'y avait pas grand élu. Non, il y avait les religieuses, mais ça, on l'oubliait, là. Mais on l'a fait d'ailleurs, ta mère, Samuel, de ne pas être devenue bonne sœur, tu ne serais pas là, sinon. Allô, Monique. Merci, Monique. Mais non, c'était ça, là, les options, puis il n'y avait pas grand possibilité, là. Fait que, puis moi, je te dirais bien ça, nos mères restaient à la maison, là. Moi, ma mère, elle n'a jamais travaillé à l'extérieur, là. Par contre, mon père était contracteur électricien, entrepreneur électricien, mais c'est elle qui prenait les appels, c'est elle qui faisait tout ça parmi tout son travail de maison, mais elle n'a jamais été mise sur le rôle, tu sais, sur le système de paye, là. Oui. Fait que ça veut dire qu'elle n'avait pas de rente du Québec, elle n'avait rien de ça, là. Elle a tout fait le travail, mais je veux dire, c'était pas, dans ce temps-là, c'était pas ça, là. Aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais si tu regardes les femmes de ménage, il y en a beaucoup qui font ce travail-là, mais c'est en dessous de la table. Tu sais, je veux dire, fait que là, ils n'ont aucune sécurité là, sociale là, avec ça, là, mais t'as beau leur dire, c'est comme ça. Ce qui explique aussi en grande partie le taux de pauvreté chez les femmes aînées qui ont travaillé toute leur vie souvent, qui ont contribué à leur famille, tout ça, mais qui n'ont pas contribué à un régime de retraite parce que non. On n'a pas eu d'emploi nécessairement qui faisait en sorte qu'ils contribuaient. C'est ça, fait que le régime des rentes du Québec, ils n'ont pas ça. Exact. Puis... Toi, Stéphanie, quand tu étais petite, tu rêvais de faire quoi? J'ai eu plusieurs passes. Je voulais être archéologue. Wow! Oui. Ensuite, j'ai eu la passe d'être psychologue pour enfants. Humoriste. Oui. Ce qui est relativement rare pour une jeune fille parce que Exactement. Justement, c'en est une job qui a été pour des hommes pendant longtemps. Oui. Puis mon grand-père voulait me payer l'université si et seulement si j'allais en comptabilité. Ah. Parce que pour l'entreprise familiale qui est en transport, il y avait besoin d'un comptable. Il allait me payer l'université si j'allais en comptabilité. Je déteste Excel et les chiffres, donc mon grand-père m'a pas payé l'université. Non, mais c'était ça. Oui. Fait que on peut dire que ça a quand même évolué, mais moi, j'aimerais avoir comme un petit mot de la fin parce qu'on arrive à la fin. Là. Avez-vous un espoir là, que ça s'améliore rapidement, qu'on passe de la réflexion aux actions? Parce que quand on faisait le bilan tantôt, là, justement, 5 féminicides en un mois, il y a 3 fois plus de femmes que d'hommes qui ont perdu leur emploi durant la pandémie. Les derniers chiffres, les dernières données sur l'écart socio-économique entre les hommes et les femmes sont assez importants. On va-tu agir, d'après vous? Ben, disons qu'on dénonce, puis on continue tout le temps. Puis je pense que de plus en plus, les gens sont conscientisés à ça. Donc, il faut aller sur la place publique. Il ne faut pas avoir peur d'étaler ça, puis de conscientiser les gens autour de nous. Fait que tranquillement, pas vite. Je sais qu'à l'AREC, on fait bouger des dossiers, comme juste la question, là, quand on a mis le dépistage du cancer du sein. On l'a mis de l'avant, mais on a commencé à avoir des réponses. Et on va aller plus loin sur d'autres dossiers féministes, mais en quelque part, les gens s'investissent là, pour
participer à ça, là. Mais faut pas arrêter de pousser, puis de pousser, puis de pousser. C'est un éternel recommencement, mais ça a toujours été ça. Puis ça va toujours continuer de l'être. Puis faut embarquer les jeunes femmes, là, comme madame, là, c'est la même chose, là. Tu sais, faut tranquillement. Puis je regarde à la CSQ, le réseau des femmes. Les jeunes femmes qui sont là, ils sont toutes très allumées, très au fait. Puis les discussions, il y a une rencontre le vendredi, justement. Puis c'est vraiment des échanges, des dossiers qui sont très, très, très intéressants, très importants aussi, là. Fait que c'est les jeunes femmes, là, on regarde l'allure, l'allure qu'elles ont, là, puis la façon qu'ils travaillent, là, c'est encourageant. Toi, Stéphanie, en tant que jeune mère d'un petit gars, là, qu'est-ce que tu as envie de dire à Henri? Ouais, qu'est-ce que j'aimerais dire à Henri? Écoute, Henri, on va avoir fait du chemin quand à l'Assemblée nationale, il va y avoir une garderie pour les députés. Première chose. Il va aussi avoir du chemin quand les députés vont avoir droit au régime québécois d'assurance parentale. J'apprenais la semaine dernière avec Catherine. Ils l'ont pas? Non? Qui est sur Catherine Dorion, qui revient sur la sphère publique, la sphère politique, pardon. Ils n'ont pas accès au RQEP. C'est inconcevable. Bref. Mais j'aimerais dire à Henri que sa mère va tout faire à son pouvoir pour qu'il puisse évoluer dans un milieu. En fait, il évolue déjà dans un milieu qui est ouvert pour lui. Tu sais, il fait partie du privilège blanc. Là. Pour vrai, il part super bien. Là. Mais j'ai pas la réponse à ta question parce que cette question-là me hante quand même. Tu sais, en revenant avec les féminicides, comment je fais comme mère d'un petit garçon, tu sais, pour qu'il devienne un bon citoyen, là, respectueux, aimant, et là, je dis, je vais faire une conclusion, Sam, puis là, je vais faire une question ouverte, puis voilà qu'on se revoit peut-être, mais je n'ai pas la réponse, mais je m'engage comme mère à tout faire en sorte que Henri devienne vraiment un allié. J'ai nommé Samuel Parrain. D'ailleurs, c'est une première action que j'ai entreprise. T'as nommé un allié du féminisme comme fier. Oui. Effectivement. Oui, non, je vais faire mon possible pour lui donner un modèle d'homme ouvert et respectueux. Oui. Donc, moi, je veux juste vous remercier d'avoir pris la parole. Vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment très apprécié d'être C'est un beau dialogue. Merci. Oui, c'est vraiment une belle discussion. Je suis vraiment content. Je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée des droits des femmes. Au revoir. Merci beaucoup. Bye-bye. Prendre un café, un thé, avec la belle idée. Rebonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau segment où on prend un café avec le personnel de l'AREC, comme le titre le dit si bien. Et aujourd'hui, pour briser la glace, on a avec nous notre petit nouveau à l'AREC, Charles David. Charles David, salut. Salut, ça va? Oui, toi? Oui, j'ai mon café. Je suis prêt. T'as ton café? Parfait, excellent. Parce que c'est un peu ça le but de cette entrevue. C'est de prendre un café avec le personnel de l'AREC et d'apprendre à connaître l'humain derrière le personnel. Parce qu'on a une belle équipe à l'AREC, vraiment. On a une équipe, on est pas si nombreux, mais un petit peu moins d'une vingtaine pour s'occuper des services qui couvrent une 60aine de milliers de membres à travers le Québec. Puis je trouvais ça pertinent vraiment d'aller à la rencontre de mes collègues parce que moi-même, j'ai oublié qui vous êtes avec la pandémie, donc ça va m'aider à réapprendre qui vous êtes. Puis vu qu'on commence avec toi, Charles David, je trouvais que ça donnait l'occasion justement de te faire connaître auprès des membres, puis même auprès de l'équipe même que tu n'as jamais rencontré en vrai physiquement là, de chair et d'os. C'est ça, c'est assez particulier. Hein? On ne reconnaîtra probablement jamais ça. On l'espère. Fait que toi, Charles David, t'es rentré quand à l'AREC à peu près? Je suis rentré il y a à peu près 1 an. En fait, c'était le 30 mars l'année passée. Donc, ouais. C'est que la pandémie commençait pas mal là. Exactement. Puis là, on a les vaccins qui s'en viennent. Il y a de plus en plus de personnes qui sont vaccinées. Donc, on peut se croiser les doigts pour se voir bientôt, possiblement en 2021. Mais bon, à suivre. Sûrement en 2021. Sûrement.
J'ai hâte à notre premier 5 à 7. Ah oui, vraiment. Donc, quand tu es rentré, tu t'occupais et tu t'occupes encore du projet Lire à tout âge. On en avait déjà un peu parlé à l'émission, Oui, dans une ancienne émission. Sauf que là, ben, tu as obtenu un nouveau poste en quelque sorte, là. exactement. J'étais trop bien avec vous. Même virtuellement, j'ai appris à vous apprécier. Et je voulais rester dans l'équipe. Donc, j'ai obtenu un poste permanent finalement. Donc, je vais pouvoir rester aussi longtemps que je le souhaite avec vous. Donc, je suis vraiment content. Fait que tu vas remplacer notre cher Laurier, qui lui remplaçait notre cher Tony, c'est ça? Exactement, Bon. exactement. Je suis le remplaçant du remplaçant. Exactement. Puis, ben, c'est ça. Moi, je voulais savoir, toi, tu viens d'où, Charles-David? T'es né où? T'as grandi où, hein? Ben moi, je viens du lac Saint-Jean. Donc, chaque fois que je Ah, dis ça, les gens ouais. T'as sont perdu l'accent? surpris parce que c'est ça, j'ai perdu l'accent, exactement. Ça fait déjà 7 ans que je suis à Québec. Puis, au départ, j'ai emménagé à Québec parce que je voulais étudier en droit. Puis, c'est seulement à Québec, là. Québec était l'université la plus près de chez moi qui offrait le programme. Donc, c'est pour ça que je suis déménagé à Québec. Mais c'est ça, je suis natif d'Alma au Lac-Saint-Jean. Puis ma famille y habite encore en grande partie, là. Donc là, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu la chance de les visiter là, à cause du contexte, mais j'ai vraiment hâte d'y retourner, là. Le lac, c'est vraiment un bel endroit. Je sais pas si vous l'avez déjà visité, cette région-là, mais c'est vraiment bien. On salue nos membres de la région. Oui, oui. L'Université du Québec à Chicoutimi n'offrait pas droit? Non, il n'y a pas le Non? programme de droit. C'est vraiment à l'Université Laval. Puis, c'est un peu particulier, là. Bon, peut-être que je vais faire prendre une autre tournure à l'entretien qu'on a, mais On est là pour c'est un, parler avec notre cœur, Charles. c'est un peu ça le but, hein. On va prendre une petite gorgée. Voilà. En fait, moi, au départ, quand j'avais 4 ans, mon plus grand rêve, c'était de devenir denturologiste. C'est vraiment bizarre parce que les enfants de 4 ans, normalement, ils ne savent pas c'est quoi un denturologiste. Puis, mais moi, je sais pas, j'étais tombé sur une personne à un moment donné dans l'entourage de mes parents qui exerçait ce métier-là. Puis ça m'a vraiment passionné. Donc, déjà à l'âge de 4 ans, je voulais être denturologiste, faire des prothèses dentaires, des dentiers. Donc, C'est ce qui t'a amené à la REC, finalement. exactement. Oh mon Dieu. Mais c'est ça. Donc, de 4 ans à mes 17 ans, ben, j'avais le même objectif, le même but, c'était de devenir denturologiste et je l'ai fait. J'ai passé les examens pour être admis au Collège Édouard-Montpetit à Longueuil. Donc, j'ai fait une session là-bas pour me rendre compte que finalement, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc là, à 17 ans, moi, je pars du lac Saint-Jean. J'ai jamais rien connu d'autre que le lac Saint-Jean. Puis je m'en vais vivre toute seule à Longueuil. Ça a vraiment été un choc culturel, un choc. Ouais. Longueuil, Donc, oui, oui. j'ai pas vraiment aimé mon expérience. Puis en fait, j'aimais les cours. Je trouvais ça très intéressant, mais c'était pas vraiment moi. Donc là, par la suite, je suis retourné au lac Saint-Jean. Puis je me suis inscrit en sciences humaines parce que je me suis dit, bon, mais c'est intéressant, j'aime la psychologie, j'aime la sociologie, donc je vais aller exploiter ces domaines-là. Puis, progressivement, ben là, c'est ça, j'ai complété mes cours en sciences humaines, puis je me suis rendu compte que je savais vraiment pas qui j'étais, qu'est-ce que je voulais faire. Puis là, ben, la fin de mon parcours approchait rapidement, puis je me suis dit, OK, c'est quoi la suite? Donc, je suis allé voir une conseillère en orientation, puis elle me dit, tu as des bons résultats, tu devrais aller en droit. Tu as la possibilité de le faire, c'est sûr que tu vas être admis, va en droit. Donc, sans me poser plus de questions, je suis allé en OK. droit. J'ai été admis, puis j'avais eu la bourse d'admission, j'étais vraiment content, j'avais des bons résultats, donc j'étais admis, puis je sentais que j'avais ma place là. Mais encore une fois, la même chose, je me suis rendu compte rapidement que c'était pas pour moi. Je regardais les gens autour de moi, puis je m'identifiais pas à ces gens-là. Les sujets des cours me passionnaient, mais pas plus que ça, finalement. Donc, rapidement, j'ai fait un stage dès ma première session parce que je sentais le besoin d'aller valider si c'était vraiment ce que je voulais faire. Puis, je me suis rendu compte que ben, le gros du travail d'un avocat, c'est de la recherche, de la lecture, puis de temps en temps, un téléphone au client, puis une rencontre en personne. Mais le gros du travail, c'est un travail de bureau. Puis, j'avais l'impression que j'allais pas être suffisamment au contact des personnes. Donc, finalement,
j'ai eu à me reposer une fois de plus la question, mais qui je suis, qu'est-ce que je veux faire? Puis, tu sais, la vie continue d'avancer, puis il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Tu sais, on a cette pression sociale-là de, ben, faut exercer un emploi, faut avoir une formation. Puis moi, je le ressentais beaucoup. Donc, là, je me suis dit, bon, il y a la denturologie, il y a le droit. C'est quoi le milieu là, dans tout ça? Oui, oui, il y a sûrement une zone grise. Il y a sûrement une zone grise. Donc, denturologie, on peut penser à la santé, avoir des clients, rencontrer des personnes sur une base régulière, le droit, la défense des droits, la justice. Donc, je me suis dit, ah, mais pourquoi pas aller en travail social? Puis finalement, c'est vraiment là-dedans que je me suis le plus trouvé. Puis là, quand je regardais les gens autour de moi, je m'identifiais à ces gens-là. Donc, c'est ce qui m'a amené en travail social et finalement à la REC. Peut-être là, tu es un travailleur social de formation, c'est ça? Exactement, exactement. Je peux pas utiliser le titre présentement parce que j'ai pas renouvelé mon permis à l'ordre professionnel, mais bon, disons que c'est ça. J'ai une formation en travail social, puis je m'identifie comme un intervenant social parce que j'ai appris dans mes cours que finalement, c'est pas juste un diplôme, c'est aussi une identité, puis que même en allant faire mon épicerie, je reste un peu travailleur social pour dénoncer des injustices, puis c'est ça, c'est un mode de vie finalement, là. Puis tu as travaillé où avant la REC? Oui, là, il y a 2 personnes qui ont essayé de parler. Vas-y, Louise. C'est tout le temps comme ça. C'est pas tout le temps. Non, ben, je voulais juste dire que c'est un parcours intéressant et je trouve très représentatif des jeunes aujourd'hui qui tentent beaucoup de choses avant de finalement trouver ce qui les intéresse pour vrai. Rendus un petit peu plus âgés qu'au début, qu'à 18 ans, là, vers 24, 25 ans, on dirait que ça se place. Ça se voit souvent, en tout cas moi, dans les jeunes autour de moi, ce genre de bond d'un secteur à l'autre avant de finalement trouver. Alors, c'est intéressant d'entendre ça. Je pense que ça prépare bien à être intéressé par toutes sortes de choses aussi. Tout à fait. Moi, je suis un touche à tout, puis c'est vrai hein, ce que vous dites. De plus en plus, là, c'est rare les personnes qui ont un emploi pour toute leur vie. Les gens vont aller toucher à différentes choses, essayer différents types d'emplois pour se trouver finalement. Puis c'est un peu ce qui m'est arrivé là. Donc pour répondre à ta question, Samuel aussi, qu'est-ce que je faisais avant d'être à la REC? Ben à la fin de mon parcours, j'ai commencé à exercer dans les CIS et les CIUS de ce monde. Puis là, ce qui est intéressant, puis pas en même temps, c'est que on va combler les besoins là où il y en a. Donc, peu importe, on nous demande quels sont nos intérêts, mais finalement, on va là où il y a des besoins. Donc, on peut aussi bien se ramasser en famille, enfance, jeunesse qu'en soins palliatifs, en oncologie. Donc, moi, c'est là-dedans que j'ai commencé, en soins palliatifs puis en oncologie. Donc, je travaillais auprès de personnes en fin de vie, des personnes qui luttaient pour leur vie, qui étaient malades. Puis ça me passionnait vraiment. J'aimais ça. C'était une intervention qui est tellement noble, euh, tellement pure et simple parce que les personnes qui luttent pour leur vie, qui sont en fin de vie, ont une sagesse. C'est souvent ils parleront pas pour rien dire. Ce qu'ils vont dire, ça va être vraiment pertinent. Puis fait cocasse, je me suis même fait bénir par une mourante. Ah! Donc, oui, c'est ça. À un moment donné, j'étais en train de faire une intervention, puis c'était auprès d'une personne qui n'avait plus du tout de famille. Carrément, cette femme-là est morte seule. Donc, j'étais à peu près la seule personne avec son médecin qui allait la voir sur une base régulière. Puis à un moment donné, elle me dit, ah, je t'aime bien, toi. Puis là, elle a sorti de sa table de chevet d'hôpital une petite bouteille d'eau bénite. Puis elle m'en a aspergé dessus, puis elle me dit, tiens, toi. Puis à ce moment-là, j'étais comme surpris. Mais en même temps, je me suis dit, ben, ça y a fait du bien à elle. Puis c'est fort, là, ce moment-là. Puis ça fait 6 ans de ça, puis je l'ai pas encore oublié. Puis je pense que je l'oublierai jamais. Ouais. Puis là, moi, j'ai entendu de quoi tantôt, tu es arrivé dans les 6 et dans les CIUS, ça veut dire que tu étais assez jeune, tu commençais ta carrière dans la grosse réforme, dans le fond. Tu as vu le système se réformer. Là. Exactement. C'était-tu le fun? C'était-tu valorisant pour un personnel de la santé? Ben, c'est drôle parce que pendant ma formation, on avait produit l'école de travail social de l'Université Laval avait produit un mémoire pour se positionner contre la réforme Barrette.
Puis finalement, ben, malgré tous les mémoires qui ont été produits, le gouvernement a adopté cette réforme-là. Là. Puis on en voit aujourd'hui les conséquences. Hein. Bref, vous connaissez sans doute ma position. Là. Disons que c'est une réforme qui peut être facilement contestée. Mais quand je suis arrivé, ben, je l'ai compris. Là. Souvent, on parlait de zone grise tantôt là, par rapport à mon choix de carrière. Mais il y a beaucoup de zones grises, effectivement, qui ont résulté de cette réforme-là. Des fois, même après, ça fait peut-être 6 ans là, que la réforme est arrivée. Ben, après toutes ces années-là, ça reste encore flou pour certaines personnes. On parle d'une centralisation des pouvoirs, mais ça enlève beaucoup de responsabilités qui étaient dans les régions. Donc, quand vient le temps de prendre une décision, quand il y a un imprévu qui survient, ben là, ça devient difficile de trouver une solution à notre échelle. Donc, moi, en tout cas, disons que c'est pas pour rien que j'ai quitté les CIS et les CIUS de ce monde pour me retourner vers les organismes communautaires. Parce que dans le communautaire, on peut vraiment aller laisser libre cours à notre créativité, finalement. Et puis moi, je suis vraiment quelqu'un de dynamique, de créatif. J'ai constamment des idées, puis j'ai besoin d'un milieu qui est capable d'accepter ces idées-là, puis de m'aider à les mettre sur pied et tout ça. Puis c'est ce que je trouve à l'AREC, finalement. Parce que l'AREC, ben, bon, mon expérience longue d'1 an m'a montré on a vraiment des membres qui sont engagés, motivés. Puis l'équipe aussi, je trouve vraiment que l'équipe est à l'image des membres de l'AREC. Puis c'est d'ailleurs pourquoi j'ai postulé puis j'ai souhaité rester avec vous parce que je me retrouve beaucoup. J'ai l'impression qu'on se rejoint beaucoup. Puis que je peux laisser aller ma créativité, puis que mes idées sont bien vues, qui sont acceptées. Puis, ben, c'est ça. Je pense que je suis assez cohérent parce que je vous disais tout à l'heure que sur les bancs d'école, mais je regardais les gens autour de moi, puis c'est là que je voyais que si j'avais ma place ou non, puis que j'étais à la bonne place. Ben, c'est un peu ce que j'ai fait en arrivant à l'arrêt. Je vous regardais dans mon écran, là, parce qu'on n'a jamais été un à côté de l'autre. Puis je me disais, ouais, je me retrouve dans ces gens-là, puis j'ai l'impression que ces gens-là peuvent m'apporter, puis que je peux leur apporter. Donc, ouais, je trouvais ça. C'est un peu le propre des organisations syndicales, justement. C'est des milieux de vie où on côtoie des valeurs auxquelles on adhère profondément sur la justice, la recherche de l'égalité, la défense des droits et tout. Et c'est un milieu où on côtoie des gens qui partagent ces valeurs-là. Et c'est incroyable. Moi, j'ai longtemps été dans le milieu syndical. C'est incroyable que tout au long de notre vie, même quand on est à la retraite et tout, on se retrouve avec nos collègues, bien plus que dans beaucoup de milieux, parce qu'on partage ces valeurs-là. Puis l'autre intérêt aussi, c'est que dans le milieu syndical, tu peux aller d'un secteur à l'autre. Donc, il y a une mobilité à l'intérieur du mouvement qui te permet de faire toutes sortes de choses. Je dirais pas denturologiste, par exemple, mais sûrement des choses de ta carrière auxquelles tu vas avoir accès encore. Ouais. Les gens bougent à la centrale, mais quand on arrive à la REC, on n'en ressort plus, par exemple. C'est ce que j'ai remarqué. Moi, je suis entré à la REC, donc mais c'est sûr que je veux faire un bon bout de chemin avec vous. Ouais, je suis vraiment content. Puis c'est agréable aussi parce que pour la première fois de ma vie, petite confidence, ben, je me sens vraiment un peu établi. Donc, tu sais, je peux ne plus me soucier de, bon, est-ce que je vais travailler dans 5 mois? Tu sais, je sais que j'ai un poste permanent, mais ça m'amène à dire que j'ai jamais considéré la fin de mon parcours académique ou le fait que j'ai un emploi comme un aboutissement, mais plutôt comme une opportunité, une occasion de toujours repousser plus loin mes connaissances. Donc là, je vais être porteur de différents dossiers. La condition des hommes, l'environnement, le développement durable. Je vais conserver le dossier lire à tout âge. Ça m'amène à les maîtriser, ces dossiers-là. Donc, faire des lectures pour toujours développer mon sens critique, développer mes connaissances sur ces sujets-là. Donc, je suis vraiment content parce que, enfin, je vais cesser de me promener d'une chaise à l'autre, puis je vais pouvoir, tu sais, un peu me poser pour maîtriser puis être en contrôle de différents sujets. Donc, ça, c'est vraiment, je vois ça comme un grand privilège.
Je te comprends parfaitement parce que c'est aussi la première fois pour ma part de ma jeune carrière où je peux, oui, effectivement, m'établir et penser à long terme. Ça m'est jamais arrivé avant. J'ai commencé ma carrière en politique, moi, au cabinet du ministre, avec un siège éjectable. C'était un gouvernement minoritaire. Fait que je me disais, bon, combien de mois il me reste ou de jours? Fait que, c'était difficile de penser à long terme, de dire, ça serait quoi un projet qu'on pourrait établir sur 1 an, 2 ans? Puis là, j'ai ça à la règle. Fait que même des fois, c'est quasiment ça me crée plus d'anxiété aussi parce que je me dis, wow, j'ai un projet sur 3 ans, OK, il faut que ça fonctionne. Ça fait déjà plus que 2 ans qu'on fait cette émission de radio-là, justement, de l'heure juste, qui était une idée qui m'est arrivée un matin que j'ai lancée. Tu disais, la REC laisse place à la créativité. Effectivement, notre direction, notre conseil exécutif, notre CA, ils sont très ouverts à la créativité. À un tel point que moi, ça me fait peur parce que chaque idée a un mandat. Hein, fait que moi, j'arrive avec des idées puis j'ai des nouveaux mandats. Fait que ce serait mon conseil, mon conseil de vétéran à la REC maintenant, après 4 ans. Tu peux avoir des très bonnes idées, mais il faut que tu sois capable de gérer les mandats. De les mettre en pratique. Celui qui le dit, c'est celui qui le fait, là. C'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Oui. Mais on va te soutenir, on va te donner les outils pour le faire, là, tu sais. Justement, maintenant que tu occupes ce poste-là, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu aimerais établir, apporter ta couleur là, dans certains dossiers à court et à moyen terme, là, vers où tu veux aller? Ben, écoute, déjà, faut savoir que le principal dossier que j'ai sous ma gouverne finalement là, pour l'instant, c'est le dossier des sessions de préparation à la retraite. Parce que jusqu'au mois de juillet, j'ai la chance de pouvoir compter sur Laurier, qui occupe toujours le poste. Donc, on fait une transition encore meilleure là, que ce qui s'est fait aux États-Unis entre Donald Trump et Joe Biden. Nous, on pourrait servir... C'est ça. C'était pas dur à battre, en fait. Puis, déjà, je m'implique beaucoup dans les différents dossiers. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai vraiment une carte blanche parce que on peut toujours faire différemment, faire mieux. Puis déjà, tout ce qui est fait, c'est tellement extraordinaire, mais j'ai des idées, puis j'ai l'impression qu'elles vont pouvoir être écoutées, puis qu'il va y avoir des impacts concrets là, dans la pratique. Donc, c'est une chose d'avoir les idées, mais de pouvoir les mettre en pratique, c'est une autre chose. Mais je vais te donner un exemple par rapport au dossier de l'environnement, du développement durable. Bien, moi, je viens du Lac-Saint-Jean, puis j'ai un professeur de philosophie qui m'a particulièrement inspiré dans mon parcours au cégep. Puis, lui, il est toujours impliqué sur différents projets qui touchent l'environnement, le développement durable. Puis, dernièrement, il a fait une publication pour parler des jardins verticaux, puis de la facilité qu'on peut finalement, il parlait des jardins verticaux, puis en nous disant que tout le monde peut le faire, peut en faire chez eux, parce que c'est très simple. Il suffit de couper, par exemple, une bouteille de plastique en deux, puis de partir des semis, puis par la suite de les empiler. Puis en tout cas, il nous donnait toutes sortes de trucs. Puis ça me fait penser qu'on pourrait peut-être faire ce genre de projet-là, puis en parler à nos membres, puis les inviter à prendre des photos de leurs jardins verticaux. Puis c'est une bonne façon aussi de prendre conscience, finalement, qu'on peut réduire nos déchets en récupérant puis en s'en servant comme support pour faire des semis, tout ça. Donc, je l'ai contacté, puis on est en train de réfléchir ensemble à un projet qu'on pourrait faire en collaboration avec l'AREC et des organismes au Lac-Saint-Jean. Donc, déjà, il y a une piste de chemin qui est en train, un chemin qui est en train de se tracer de ce côté-là. Donc, c'est un exemple, mais il y en aura certainement d'autres. Moi et mes 6 plantes mortes cette année, on serait très intéressés à en apprendre davantage. Oui. mais moi, je suis vraiment quelqu'un je dirais, tentaculaire. Tu sais, à chaque fois que j'ai un dossier, mais j'essaie de savoir c'est quoi les quels sont les différents acteurs qui peuvent être impliqués. Puis, c'est ce que je vais essayer de faire finalement à l'arrêt. Donc, dans les différents dossiers, de bien connaître qui sont les différents acteurs, puis travailler en collaboration avec eux, en équipe, pour accomplir de grandes choses. Parce que je pense qu'en tant qu'association de retraités, avec 60 000 membres, on peut faire des grandes choses. Puis c'est vrai, hein, ensemble, on a une voix plus forte. Mais moi, je le crois vraiment, puis j'adhère complètement à ce slogan-là. Puis
c'est en me basant sur ce slogan-là que je vais accomplir mes mandats, je pense. J'aurais une dernière question avant de conclure cette Oui. entrevue. D'un point de vue là, intergénérationnel, parce que tu es jeune, je suis jeune, mais moins. Tu es jeune. Comment tu trouves ça à date, collaborer avec des bénévoles aînés? Tu le fais à lire à tout âge. Tu commences à le faire aussi avec les membres des comités qui sont sous ta responsabilité à la REC. Comment tu trouves ça, travailler avec des aînés, comme on dit? Je trouve ça formidable, en fait. Je trouve ça très inspirant. Je trouve que c'est une chance, c'est vraiment un privilège parce que moi, en fait, je n'avais pas besoin de, euh, comment je dirais bien ça? D'être convaincu? Oui, c'est ça, exactement. J'avais pas besoin d'être convaincu sur l'apport que peuvent avoir les personnes retraitées dans notre société, mais je suis content d'avoir la chance de collaborer sur différents dossiers avec ces gens-là. Parce que une chose que j'avais nommée quand j'avais passé mon entrevue à l'AREC, c'est que j'étais surpris à quel point l'AREC menait de front différents projets sur divers sujets, et à quel point les personnes retraitées pouvaient être impliquées, engagées pour des luttes comme l'environnement, la lutte au changement climatique. Je trouvais ça vraiment épatant. Puis là, d'avoir la chance de faire des rencontres de comités avec des responsables régionaux dans différentes régions du Québec, je trouve ça incroyable parce que ces gens-là ont tellement à nous apporter. Puis, outre les différents dossiers, ben, il y a toujours le avant et le après la rencontre où est-ce qu'on peut échanger avec ces gens-là. Là, on vit ensemble collectivement une pandémie. Mais de savoir comment c'est vécu en Abitibi, comment c'est vécu à Gatineau, comment c'est vécu au Lac-Saint. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve vraiment que c'est un privilège. Puis moi, j'adore travailler en équipe, je le répète constamment, mais de travailler en équipe intergénérationnelle, puis de pouvoir amener des idées nouvelles, tout en comptant sur la sagesse de personnes qui ont déjà passé par où je suis en train de passer, puis qui peuvent me donner des outils pour mettre en pratique mes idées. Ça, je trouve que c'est vraiment un grand privilège et une grande chance. C'est tout pour notre premier segment à prendre un café avec le personnel de l'AREC. Je te remercie beaucoup, Charles-David, d'avoir brisé la glace avec nous aujourd'hui. J'espère qu'on va avoir d'autres belles entrevues comme ça avec le personnel. Puis j'espère que ça a permis au monde de mieux apprendre à te connaître. C'était bien, vraiment intéressant. Oui, merci, Charles. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis quand vous voulez, hein, c'est bon du café, puis c'est très agréable de parler avec vous. On va sûrement te revoir. Ah oui, sûrement dans d'autres circonstances, j'espère. Je te souhaite une bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Bye bye. L'heure juste vous est présentée par l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. C'est ce qui conclut l'émission pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié nos nombreuses discussions avec des gens vraiment fascinants, intéressants, qu'on a appris à connaître sur des sujets tout aussi fascinants aussi. Alors, merci Louise d'être encore avec nous à l'émission. J'espère que tu vas être là tout le temps. Oui, peut-être. Merci. Bye. Bye.